Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurélana-Pepin et bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de l'Outaouais ainsi que d'une partie de la Naudière. Et nous commençons cette semaine à Mont-Tremblant où, pour sa 14e édition, Première scène Mont-Tremblant revient en 2026 avec une programmation vibrante et électrisante qui promet de séduire tous les publics. 25 ans, hein? 25 ans de 24 heures. Ça rappelle plein de souvenirs parce que, en fait, j'étais tout jeune. C'est 24 heures de ski consécutifs, sans arrêt. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'était l'initiative du pilote de Formule 1, Jacques Villeneuve, avec son associé Craig Pollock. Et il faisait un événement, une course un peu folle, si on peut dire ainsi, à Villars, en Suisse. Cette semaine, je fais un petit saut en Suisse, précisément à Villars, pour la présentation des 24 heures de ski. Mais la formule nous intéressait dès le début, c'est-à-dire allier le ski, la fête et la philanthropie, pouvoir redonner, mais dans quelque chose qui nous ressemble. Donc moi, je suis allé en Suisse pour apprendre comment se faisait un événement qui se déroule sur une piste de ski pendant 24 heures, à éclairer, à organiser la logistique sur un assez grand déploiement. Alors, je prenais des photos, je prenais des vidéos, je prenais des notes. Je pense que c'est parti pour de longues années. Il est arrivé un concours de circonstances, des gens d'affaires qui se sont réunis, qui ont dit « Pourquoi ne pas faire la même chose au Mont-Tremblant? » Et c'est comme ça qu'est né, à l'époque, le Grand Prix 24 heures de Tremblant. Le Grand Prix 24 heures de Mont-Tremblant, réunissant 700 skieurs et enfants défavorisés. Ça a commencé en 2001, mais pour vrai, on pensait qu'on venait de réinventer ou on avait le filon de quelque chose qui était déjà vraiment intéressant. Alors on s'est dit « Let's go, il faut continuer de faire ça ». Il semble qu'une tradition vient de voir le jour. Je pense qu'on a réussi à mettre un événement sur pied qui est intéressant, mais qui était quand même assez compétitif. C'est quoi votre stratégie? Mettre nos bottes dans la chaise, courir en running shoe, monter. On a beau dire qu'il s'agissait d'une activité de charité, les concurrents prenaient ça très au sérieux. C'est sûr qu'une fois qu'on est lancé dans la compétition, on se lâche et on devient assez agressif. Mais pour être vraiment franc, on avait à peu près aucune idée de ce qu'on faisait. En dépit des caprices de la nature, les équipes ont été en mesure de maintenir des conditions de piste très respectables. Je dirais que les premières années, ça a été beaucoup un défi logistique, un défi d'organisation. On voulait que les gens de Villars soient contents, soient fiers de ce qu'on fait parce que c'est un peu notre modèle, puis on voulait faire aussi bien qu'eux. De voir le travail que ça implique, voir les gens comme Fred qui travaillent fort, voir les gens, l'émotion des gens qui participent. J'ai quand même des bons souvenirs de Marc et moi dans le chairlift. Pendant l'événement, un peu à se gratter la tête, de dire presque hâte que ça finisse parce que c'était un peu désorganisé, où il y avait des choses qu'on contrôlait moins. Tu sais, pendant 24 heures, il s'en passe des choses dans un défi d'organisation. En fait, le 24 heures est né d'une vision et d'une culture événementielle, pas tellement philanthropique. Fait que nous, on s'est concentré là-dessus pendant plusieurs années. En tout cas, regardez, le party est déjà pogné, hein? Le party est déjà pogné, puis il est midi. Bienvenue tout le monde au 5e anniversaire du 24 heures de Tremblant. Un coup parti, je suis arrêtable. 500 618 $. 707 000 Je pense qu'on va le dépasser. J'ai un bon feeling. Le 24 heures de Tremblant est millionnaire! Puis à un moment donné, la levée de fonds continuait de grandir, continuait de prendre de l'importance. Fait que là, on est arrivé à une espèce de croisée des chemins, de dire qui on veut être. De donner une nouvelle cause, une cause autre que la cause fondamentale de l'entreprise, pour rallier les troupes vers un nouvel objectif, c'est extraordinaire. Ça fait sortir les gens d'eux-mêmes. On est devenu des philanthropes, on est devenu une organisation qui s'est intéressée à ça. Amasser 1 million de dollars à l'époque, c'était complètement abstrait, là. Tu peux pas s'imaginer. À Tremblant, vous le savez, on a fait le demi-million, qui est un record impensable. Où s'en iront ces événements? Pour ceux qui étaient là, c'était des pledge forms, là, des formulaires de dons papier. On avait des piles de papier avec des dons de 100 $. On recevait des fax. Et éventuellement, est arrivée cette époque-là où on a structuré le 24 heures. Le 24 heures est devenu un organisme à but non lucratif officiellement pour faire les choses selon les règles de l'art, pour devenir une œuvre de bienfaisance et se donner une vocation, se donner une mission. La première année, c'était la Fondation du diabète juvénile qui était le récipiendaire de la collecte du 24 heures.
Et éventuellement, pour différentes raisons, on a décidé de s'adjoindre et de se rapprocher de la Fondation Charles Bruno. Et ensemble, je pense qu'on a fait une équipe assez dynamique de s'aider l'un et l'autre, nous, à comprendre ce que c'est la philanthropie et la cause derrière un événement, et eux, de le faire dans un contexte qui est peut-être différent de ce qui se faisait à l'époque. Les événements participatifs, les événements philanthropiques n'existaient pas. À cette époque-là, on l'a un peu bâti ensemble. Fait que si chacun fait des petits dons, au bout de la ligne, ça fait un gros don. On a quand même décidé tôt que le cancer, pour nous, ça serait un cheval de bataille et qu'on voudrait continuer de guérir et de sauver les enfants, puis sans en être responsable, parce que le 24 heures ne traite pas d'enfants malades, mais amasse beaucoup d'argent et on s'assure qu'on s'associe à des bénéficiaires crédibles. Quand un enfant était diagnostiqué d'un cancer, c'était 30-35 le taux de rémission. Tu sais, souvent, c'était une annonce presque fatale. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, grâce en partie à la contribution du 24 heures. On a les meilleurs traitements au monde et l'argent qu'on ramasse dans un 24 heures tremblant sert justement à ça. Au total, là, je pense que c'est un cumul de presque 20 millions de dollars qui a été remis du 24 heures à la Fondation Charles Bruno pour les aider à opérer et dans la recherche du cancer pédiatrique. Donc aujourd'hui, on parle des fois de 80-85 de taux de rémission dans les cancers. La vedette du 24 heures, c'est Juliette. Comment tu vas, cher? Bien. Moi, c'est Juliette, j'ai 26 ans. Je suis actuellement technologiste médicale. J'aime dire, parce que je trouve que c'est quand même positif, qu'à l'époque, c'était souvent fatal, la nouvelle, et maintenant, c'est un cauchemar qui va se terminer ou qui va passer. Donc, on s'accroche à ça, on s'accroche aux bonnes nouvelles, et ça, pour nous, c'est une source de motivation. C'est 24 heures de suite de ski. Je suis guérie, j'ai toute une tête de cheveux. C'est tellement un bel événement que ça te donne un boost, ça te donne une énergie, puis tu prends cette énergie-là, puis tu la laisses monter, puis c'est ça qui te donne vraiment la force. Même si on va être confronté à des drames, même si on va être confronté à des histoires qui sont déchirantes. On t'aime vraiment fort. Et malheureusement, toujours des enfants qui vont perdre le combat du cancer et même de d'autres maladies, que ce soit des accidents ou d'autres choses. Ça existe dans notre société, mais le 24 heures s'accroche à tout ce qu'on fait de bien. Puis c'est comme ça, je pense qu'on engage la communauté puis qu'on le rend un peu unique dans son ADN. Les gens ont du fun. Puis c'est correct d'avoir du fun même si tu fais de la philanthropie. Moi, j'ai été traitée au CHIO. Entre autres, ils m'ont sauvé la vie. C'est grâce à vous. Ça, c'est venu d'une idée folle des gens dans l'équipe puis des collaborateurs. Puis pour la petite histoire, notre idée de génie, c'était de faire une marche de Montréal à Tremblant. Parce qu'on avait fait des calculs scientifiques à l'époque, que ça prenait 24 heures. Non, finalement, on va partir à Blainville, en tout cas. J'espère qu'on s'en va dans la bonne direction. 138 km de fait par les marcheurs, les équipes énergie, les animateurs de Montréal à Tremblant. Toute une histoire avec une poignée de main de marcheurs qui avaient levé la main et qui partaient, et on dit nous monter dans le nord, pour un peu donner le relais aux skieurs qui allaient faire le 24 heures de ski. Et là, est né le 24 heures de marche. Mais cette formule-là, elle n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, le 24 heures de marche et de course à pied, c'est intégré dans ce qu'on fait, c'est intégré dans notre culture et ça a permis une croissance exponentielle de la participation. Moi, c'était la première fois de ma vie que je courais la nuit. C'était vraiment surréaliste. Et là, on a un mélange d'entreprises, d'amis, de gens d'affaires, de familles qui sont près de la fondation ou des fondations. Et c'est ce qui fait que notre communauté elle est si forte. Des records de chiffres, des records de monde, des records d'énergie. Ça nous a permis de passer de 500, 1000, 2000 participants et d'être un peu qui on est, c'est-à-dire un énorme rassemblement de participants, un événement de masse. Le 24 heures, c'est beaucoup de monde qui amasse beaucoup de petits dons. Cette année, on a ramassé 10 131. Un objectif de 10 000, on est rendu à 20 000. On est dépassé le 80 000 On a ramassé 143 000 pour les enfants. C'est pas nous qui amassons l'argent, ce sont les gens, ce sont les participants qui sont engagés, les équipes. C'est vraiment ça qui nous démarque.
Ils me disent, comment vous faites pour amasser 6 millions, 7 millions de dollars? Bien, c'est 60 000 fois 100 dollars. Donc, on dit que souvent, on crée des nouveaux philanthropes, où on attire les gens vers la cause, vers l'engagement social. Donc, c'est une nouvelle philanthropie. Moi, j'aime bien le définir comme un événement de philanthropie moderne, puis les gens semblent être attirés vers cette formule-là. À nos 2 nouveaux amis, à nos 2 fondations d'hôpitaux montréalais, je remets un chèque d'1 687 308 $. On a décidé, fort de notre croissance, de s'assurer qu'on pouvait élargir la portée de ce qu'on fait en s'associant et en ajoutant de nouveaux bénéficiaires. C'est-à-dire la Fondation Sainte-Justine, la Fondation du Children, pour nous, représente la grande cause des enfants à travers la province. Puis c'est nous qui les avons sollicités parce qu'on avait envie de s'associer à eux, parce que ce sont les grands du domaine médical pédiatrique, et ils ont levé la main. Donc maintenant, le 24 heures a 3 pôles, c'est-à-dire le cancer pédiatrique, qui va toujours être une cause forte pour nous, la grande cause des enfants ou les grands hôpitaux de Montréal, et notre cause locale, qui est la Fondation Tremblant, pour que le 24 heures puisse toujours avoir un impact dans sa communauté immédiate. D'entrée de jeu, on s'est associé à différentes fondations dans la région d'Ottawa et Gatineau. On a travaillé pendant de nombreuses années avec la Fondation des sénateurs d'Ottawa. Et récemment, dans l'axe qu'on a défini au cours des dernières années, c'est l'hôpital général, un peu l'équivalent de Sainte-Justine et du Children, qui s'appelle le CHIO. C'est-à-dire que le CHIO a une aile de cancer pédiatrique et fait aussi de la pédiatrie générale. Donc pour nous, c'est de s'assurer que le 24 heures, que Tremblant rayonne un peu partout et à grande échelle. J'ai hâte de voir le dernier chiffre. Et Alain, je te confirme, Bonne fête, 24 heures! Bon 15e! Bonne fête, 24 heures! Happy birthday to you! C'est-tu vieux, 25 ans? Pour un événement, c'est vieux. Parce que, tu sais, un événement, ça peut s'essouffler, ça peut s'épuiser. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez magique dans le 24 heures, des ingrédients. Qu'est-ce qui fait que le 24 heures est si particulier? Je dis toujours que c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est une scène parfaite pour avoir un événement comme ça. C'est pas assez long, c'est écœurant! Il y a une proximité qui est offerte par le site qui est assez particulière. Je pense qu'on a toujours aussi l'envie de se dépasser comme organisation, puis d'être à l'écoute, de chercher un peu la nouveauté. It's such a sense of accomplishment to get through this weekend. It's the best feeling in the world. Moi, j'ai vécu des marathons partout sur la planète. Jamais j'ai vécu autant d'émotions qu'ici en 24 heures. C'est un ensemble de facteurs qui fait que le 24 heures est un si grand succès et continue de l'être après 25 ans. Est-ce qu'on va se rendre à 50? Je pense qu'il faut le souhaiter. Pour les enfants, c'est pas de maladie qu'on parle. On parle de bonheur. J'ai jamais été à un événement où tu fais autant le party en étant autant épuisé, puis que pas mal sûr qu'à un moment donné, tu vas pleurer. C'est ça le 24 heures. On l'a entendu 1000 fois. Pierre Bruno qui l'a dit si bien, la plus belle nouvelle, c'est qu'on n'ait plus besoin de faire un 24 heures. Mais malheureusement, ça n'arrivera peut-être jamais, mais c'est quelque chose qui nous anime et qui nous motive de dire un jour, peut-être qu'on n'aura plus besoin de faire tout ça, puis ça sera tant mieux. Du 30 janvier au 12 décembre, l'église du village se transforme en salle de spectacle intimiste et chaleureuse, tantôt en formule cabaret, tantôt en formule debout pour accueillir des artistes de renom, des figures montantes et des projets uniques. La saison s'ouvrira le 30 janvier avec Damien Robitaille et son spectacle festif Ultraviolet. Une invitation à la bonne humeur avant de laisser placer le 7 février au rappeur Loud, figure incontournable de la scène québécoise, pour des textes puissants et rassembleurs qui galvaniseront un public debout. Le 20 février, Ariane Moffat reviendra avec Air de jeu, un univers synth-pop festif qui revisite ses grands succès et introduit de nombreux morceaux porteurs d'émotions universelles.
Le 28 février, le public vivra l'intensité du Festival du film de montagne de Banff, qui célèbre ses 50 ans avec des images spectaculaires d'aventures humaines et de paysages à couper le souffle présentés en après-midi et en soirée. Le 7 mars, Marc Derry proposera « J'aime ça quand t'es là », un spectacle intime empreint de spontanéité où folk et expérimentation sonore accompagneront sa plume imagée et sensible. Le 14 mars, Marianne Lépine, membre des Cowboys Fringants, conviera les spectateurs à un voyage sincère et touchant avec son spectacle « Le cœur est un rêveur », dont 1 $ par billet sera remis à la Fondation Cowboys Fringants. Le 21 mars, Freds présentera « On s'enverra des fleurs », une prestation intense et poétique où ses textes personnels deviennent des miroirs pour chacun, avant que Tire le Coyote, le 27 mars, n'apporte son nouvel album « Dynastie », porté par une voix singulière et une poésie envoûtante, également associée à un don d'1 $ par billet à la Fondation des Cowboys Fringants. Le 4 avril, la mythique Ligue nationale d'improvisation fera vibrer Mont-Tremblant avec ses matchs hauts en couleur, où l'humour, la créativité et l'imprévu régneront en maître. Après une pause estivale, la saison reprendra le 9 octobre avec Diane Tell, qui célébrera ses 50 ans de carrière lors d'un concert anniversaire exceptionnel, revisitant ses 15 albums en compagnie de musiciens dirigés par Julien Filion. Le 14 novembre, le public découvrira Anima Aura, artiste de Wendake, qui fusionne électropop moderne et percussion traditionnelle pour créer une expérience sensorielle unique et spirituelle. Le 28 novembre, Viviane Audet transportera la salle avec son spectacle instrumental et narratif Le piano et le torrent, inspiré de son village natal et empreint de proximité et d'émotion. Enfin, le 12 décembre, le Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs clôtureront la saison avec L'Aillon, une randonnée musicale festive et organique, parfaite pour lancer la période des fêtes. Cette programmation riche et variée est le fruit d'une volonté d'offrir aux citoyens comme aux visiteurs une expérience culturelle d'envergure, alliant chansons, rap, folk, électro, improvisation et cinéma. Les billets sont déjà en vente en ligne au vdmt.ca/PSMT-2026 et un rabais de 10 % est offert aux détenteurs de la carte Accès Mont-Tremblant. La salle, située au 1829 Chemin du Village, ouvre ses portes 60 minutes avant chaque spectacle. Première scène, Mont-Tremblant confirme encore une fois, seront d'incontournables vitrines culturelles dans les Laurentides, rassemblant toutes les générations autour d'événements où la musique, le cinéma et l'art vivant se rencontrent pour créer des instants mémorables. La ville de Mont-Tremblant dévoile son tout nouveau site web vdmt.ca, entièrement repensé pour offrir une expérience de navigation simple, intuitive et agréable. Moderne, plus accessible et mieux adapté aux besoins d'aujourd'hui, ce portail devient l'outil de référence incontournable pour tout savoir sur les services municipaux. Le site propose une identité visuelle épurée, une navigation simplifiée, avec de nombreux liens rapides et un moteur de recherche performant, permettant d'accéder en quelques clics seulement aux horaires, règlements, demandes de permis, consignes, actualités et événements. Il offre aussi une interface adaptive compatible avec tous les appareils, une carte interactive pour repérer les lieux, stationnements et activités, ainsi que des contenus rédigés dans un langage clair afin de renforcer l'accessibilité de l'information. Des outils pratiques comme le partage ou l'impression instantanée d'une page, l'ajout d'événements à son calendrier personnel ou encore un calendrier dynamique pour suivre l'agenda municipal viennent compléter cette nouvelle plateforme dont l'adresse, le vdmt.ca, est désormais simple à retenir. Au cours des prochains mois, un robot conversationnel ainsi qu'une application mobile viendront enrichir l'expérience numérique en renforçant la communication directe avec la population. Ce projet, piloté par le Service des communications et des relations citoyennes, en collaboration avec l'entreprise Blanco et l'ensemble des services municipaux, marque une étape importante dans la volonté de la Ville de rendre l'information municipale encore plus accessible, conviviale et participative. La municipalité du village de Val-David, en collaboration avec ses partenaires dont le CI3S des Laurentides et la Sûreté du Québec, intensifie ses actions durant la saison froide afin de soutenir les personnes vulnérables et d'assurer leur sécurité dans le cadre du plan régional des mesures hivernales 2025-2026.
lequel prévoit une surveillance continue des conditions météorologiques, des patrouilles préventives, des interventions directes auprès des personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que la distribution de sacs d'urgence, de vêtements chauds, de chauffe-bottes et de titres de transport, en plus de campagnes d'information diffusées sur le web et les réseaux sociaux. Selon les niveaux de risque liés au froid, qui vont de températures égales ou inférieures à moins 20 degrés Celsius jusqu'à des conditions extrêmes de moins 27 degrés Celsius ou moins, des points de chaleur peuvent être ouverts ou bonifiés, des haltes chaleur et des locaux municipaux désignés peuvent être accessibles, de l'hébergement humanitaire peut être offert selon la capacité des organismes et à Val-David, la gare municipale est ouverte de 22h à 9h lors des épisodes de froid modéré ou élevé, tandis qu'en situation de grand froid, une alerte régionale du CI3S mobilise l'ensemble des partenaires afin d'éviter que quiconque se retrouve dans une situation dangereuse à l'extérieur. La population de la région est invitée à signaler toute situation préoccupante à la Sûreté du Québec, à ne jamais déplacer les biens des personnes en situation d'itinérance, à ne pas manipuler les seringues et à utiliser les boîtes sécurisées prévues à cet effet, alors que la municipalité poursuit sa collaboration avec le programme Espoir, participe au déploiement des haltes chaleur, installe des boîtes de collecte de seringues et fournit de l'équipement spécialisé à ses employés, tout en rappelant que plusieurs ressources demeurent disponibles dans la région, dont Info Social 811 Option 2, le programme Espoir du CI3S des Laurentides, les organismes communautaires jeunesse et adultes, ainsi que le café communautaire, afin d'offrir soutien, accompagnement, hébergement temporaire et intervention sur le terrain. La municipalité remercie enfin les citoyens pour leur vigilance et leur solidarité envers les personnes plus vulnérables dans la région. Revenez-nous après la pause pour une entrevue avec le directeur général de Moisson-Laurentides. Ménages qui vont en profiter, mais c'est sûr que nous, on ne soutient pas directement les individus. Nous, c'est à travers les organismes. D'autres organismes. Il y a beaucoup d'organismes. 125 organismes qu'on soutient. Qui, eux, vont faire le tour dans leur patelin, si on veut. Qui, eux, vont avoir leur propre réseau de distribution, qui vont avoir une cuisine collective, ou qui vont avoir... Il y a beaucoup de beaux projets aussi qui naissent là. Les gens s'organisent aussi. Avec les cuisines collectives, c'est super intéressant. Il y a quelque chose de très communautaire, des gens qui se prennent en main. De plus en plus à la mode. De plus en plus, puis il y en a de plus en plus. Ça, c'est très brillant, ça, moi, je pense. Ouais. Ça donne l'opportunité de d'abord sortir de chez eux, sortir de l'isolement, aller cuisiner avec du monde, jaser, repartir avec des petits pots que tu peux geler à la maison, puis ça coûte moins cher. Puis nous, on a notre propre cuisine aussi. Oui, de transformation. Il y a de la transformation. Avec des bénévoles qui viennent à chaque jour. Cuisiner avec nous. On a un partenaire avec Otis Laurentides. On a des jeunes qui viennent cuisiner avec nous aussi. Mais c'est de toute beauté, c'est fantastique. Pour ça, je vous dis, c'est l'humain partout. C'est ça qui est beau. Grandeur nature. Grandeur nature. C'est wow. Puis des gens, c'est ça. Je mangerais tout ce qui se fait là. Je les vois, c'est tellement... Ils préparaient des sauces tomates, ça sent bon, tu rentres, tu sais. Fait que ça, c'est même l'entrepôt. Bien, il y a l'entrepôt, puis on a la cuisine. Une cuisine gigantesque, là, j'imagine. Des fois, on reçoit une commande. Je sais pas, on va recevoir de la viande hachée. Là, il faut la congeler, il faut la mettre en sac. Puis en même temps, il faut cuisiner. Fait que c'est vraiment tout ça. Wow, quel beau défi! Oui, c'est un immense défi. Un immense défi, un nouveau défi pour toi, là, c'est sûr. Puis un défi passionnant, puis un défi qui me connecte tous les jours. Tu sais, ça a humanisé ma façon de regarder quand je mange. Ça a changé mon regard. C'est niaiseux, hein? Ouais. Mais je ne vais plus au restaurant de la même façon. Je vois plus les choses de la même façon. Je vois tout ce qui se passe, tous les gens qui en ont pas. C'est quelque chose qui m'habite beaucoup aujourd'hui. Je trouve ça touchant. C'est inquiétant même. C'est très inquiétant. Le prix des loyers, la bouffe qui est rendue cher. Tu vas acheter, c'est comme avant, tu avais ça de viande, là, tu as ça pour le même prix. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Écoute, nous, on est là pour... on est un pôle, nous, au niveau de la sécurité alimentaire là, dans la région. Mais on va être là, on va essayer le mieux possible, nous, c'est de répondre aux besoins des gens.
Puis en espérant qu'éventuellement, que ces besoins-là diminuent, parce que les gens vont trouver, vont sortir de ces situations-là. Mais, tu sais, moi, je dirais, jugez pas les gens qui viennent chez Moisson, jugez pas, tu sais, on connaît pas l'histoire. Les gens vivent des choses parfois qu'on connaît pas. Puis nous, on est là pour le mieux possible les accompagner là-dedans, puis faire en sorte qu'ils puissent... J'imagine aussi qu'il ne faut pas être gêné de demander à un organisme local, un de vos 125 organismes, pour de l'aide, parce qu'il y a des nouveaux cas, j'imagine, nouveaux cette année, l'année passée, qui se retrouvent dans une situation précaire. Eux, moi, je sais que moi, si ça m'arrivait, je serais très, très, très gêné de demander. Soyez pas gênés. C'est ça, hein? 20 des gens qui vont dans nos organismes, c'est des travailleurs. C'est des gens qui travaillent. Qui n'arrivent pas. Il y a des propriétaires de maisons qui n'arrivent pas. Parce qu'il y a une pression actuellement, puis c'est multifactoriel. On ne peut pas pointer, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est plein de choses. Plein de facteurs qui font qu'on se rend là. Tu sais, ils ont annoncé, là, il y a un mois, là, des coupures à l'usine Paccard à Sainte-Thérèse. OK, oui. Tu sais, déjà, je me suis dit, ouf! Avant les fêtes? Avant les fêtes, c'est 300. Tu sais, il y a des choses, des drames comme ça qui se produisent, puis nous, il faut qu'on soit là pour être capable d'accueillir ces gens-là, puis au moins Fait que c'est ça qu'il faut qu'on... C'est ce qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais encore, on n'a pas toutes les ressources, on ne peut pas aider autant qu'on voudrait. La problématique est quand même vraiment importante. Quand même. On a un beau réseau provincial, on travaille ensemble, on travaille fort pour être capable d'atténuer tout ça. Mais... Quelqu'un qui nous écoute présentement qui dirait « moi, justement, là, ça me prendrait de l'aide alimentaire. » C'est quoi ça prend? Comment il fait ça? Il passe par où? Il appelle où? Il peut regarder autour de lui des organisations qui sont en place. Il pourrait aller au CLSC, demander, il y a toutes sortes de ressources. Oui, le CLSC. De demander, d'être dirigé vers une ressource. Puis au pire, appelez-nous, on va vous guider là-dedans. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage. Ça, je le comprends. Mais je pense qu'il faut que ces gens-là comprennent que nous, on est tous là parce qu'on n'est pas là pour les juger, personne. Ouais, il n'y a aucun nous qui est là pour juger. Puis souvent, on a des gens autour de nous qui sont passés par là. Au contraire, vous allez peut-être trouver des gens qui vont vous comprendre puis qui vont peut-être vous dire hey, « écoute, sais-tu quoi? Là, ça va pas bien. Là, c'est une passe difficile. » Mais tu sais, ça peut aussi... ça peut bien aller aussi. Ça va débloquer vers le positif. Ça peut débloquer, ça peut donner positif. Fait que je pense... La municipalité de Val-Morin a officiellement adopté son plan d'action pour la protection et la mise en valeur de la rivière du Nord 2026-2030, une démarche structurante qui découle de la déclaration d'engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord, signée en avril par 28 municipalités. Ressource vitale et emblème identitaire de Val-Morin, la rivière du Nord représente à la fois un patrimoine naturel d'exception, un milieu de loisirs prisé, un atout touristique majeur et un écosystème riche en biodiversité, ce qui rend essentielle sa protection à long terme. Le maire Pierre Asselin a souligné que l'adoption de ce plan traduit la volonté collective de préserver et de valoriser cet environnement unique tout en reconnaissant l'importance de l'engagement citoyen dans cette mission. Axé sur la continuité des actions menées entre 2021 et 2025, le plan 2026 à 2030 vise à renforcer la gestion intégrée de l'eau et la collaboration régionale, notamment en améliorant la gestion des eaux usées et de ruissellement, en corrigeant les infiltrations, en respectant les normes environnementales, en déployant des infrastructures vertes et des mesures incitatives, ainsi qu'en développant une stratégie éco-récréative favorisant un accès responsable et durable aux cours d'eau. La municipalité de Val-Morin dévoile sa programmation hivernale 2026 en loisirs, culture et vie communautaire, fraîchement conçue pour offrir aux citoyens et citoyennes une saison dynamique, active et rassembleuse avec le retour de plusieurs cours populaires ainsi que l'ajout de belles nouveautés dont le renforcement musculaire, l'entraînement fonctionnel, le step,
la marche, la cuisine collective, l'introduction au ski hors piste, la création de parfums, le yoga et bien plus encore. De nombreuses activités sont également proposées à la bibliothèque municipale ainsi que par les joyeux aînés de Valmorin, contribuant à enrichir l'offre pour toutes les générations et la programmation complète peut être consultée en ligne. Les inscriptions et les paiements pour les cours et ateliers de la session se font directement à l'hôtel de ville où les modes de paiement acceptés sont l'argent comptant, le chèque personnel et la carte de débit. La municipalité de Saint-Donat annonce la création d'une accorderie pour Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci, un réseau d'entraide où chacun peut offrir un service et en recevoir un en retour, peu importe sa nature, selon un principe simple. Une heure donnée équivaut à une heure reçue. Ce système permet à chaque membre d'inscrire les services qu'il souhaite offrir, comme l'aide informatique, les petits travaux, le jardinage, la préparation de repas, l'accompagnement, le transport, le tutorat ou la garde d'enfants, et d'utiliser ensuite les crédits accumulés pour obtenir l'aide dont il a besoin. Cette initiative vise à favoriser la solidarité entre citoyennes et citoyens, à valoriser les compétences de chacun, à répondre à des besoins concrets sans échange d'argent et à renforcer les liens communautaires. Porté par un comité de bienveillance dans le cadre de la démarche de proximité, ce projet collectif vient créer un réseau d'échanges simple, accessible et adapté à la réalité des deux municipalités. La ville de Sainte-Adèle rappelle que jusqu'au 15 avril, le stationnement de nuit est strictement encadré afin de permettre aux équipes municipales de procéder efficacement aux opérations de déneigement. Durant cette période, le stationnement est interdit sur tous les chemins publics de minuit à 7 heures du matin, sauf durant la période des fêtes, soit du 23 décembre jusqu'au 6 janvier, ainsi que durant la relâche scolaire, soit du 28 février à 1 heure. Du 28 février à minuit au 8 mars à minuit. Dans les stationnements municipaux, l'interdiction s'applique de 3h30 du matin à 7h du matin, avec deux exceptions. Le stationnement de la rue Émile-Cochon, où le stationnement est permis pour une durée maximale de 24 heures. Par contre, les véhicules récréatifs sont interdits. Et le stationnement de la plage Jean-Guy Caron, où l'on peut se garer selon un système d'alternance indiqué sur place pour une durée maximale de 12 heures. Pour les détenteurs de vignettes, par contre, les véhicules récréatifs sont également interdits. La Ville souligne que, contrairement aux années précédentes, le stationnement à l'église de Sainte-Adèle n'est plus autorisé. Dans les autres stationnements publics, certaines restrictions s'appliquent également. Il est interdit de stationner de minuit à 5h30 du matin au Centre sportif Pays d'en Haut, de 22h à 6h du matin à la gare de Mont-Roland, ainsi qu'au stationnement du Petit Train du Nord. La Ville de Sainte-Adèle rappelle également que ces mesures visent à assurer un déneigement rapide, sécuritaire et sans entrave et que tout stationnement en période interdite peut entraîner une amende allant de 60 $ jusqu'à 300 $. La Ville remercie les citoyens et les citoyennes pour leur compréhension et leur collaboration dans l'application de ce règlement qui est conçu pour le bien de toute la communauté. La Ville de Sainte-Adèle annonce l'ouverture depuis le mois de novembre de la halte climatique L'Escale, un nouveau lieu de répit destiné aux personnes vulnérables vivant en situation d'itinérance sur le territoire. Appuyée par la maison Lise Beauchamp et le CI3S de l'Antide, cette halte offrira tout au long de la saison froide un endroit sécuritaire, chauffé et accueillant où les usagers pourront se reposer, socialiser et recevoir des services de base tels que l'accompagnement psychosocial, un accès à une buanderie, à des sanitaires, à une douche et à l'occasion à des boissons chaudes et des collations. Ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et située sur le boulevard de Sainte-Adèle, l'Escale sera tenue par une équipe spécialisée, prête à accueillir les personnes vulnérables sans possibilité d'hébergement sur place, mais dans un espace propice aux échanges et à l'intervention. Dans un contexte où la crise de l'itinérance touche également Sainte-Adèle, l'existence d'un tel lieu permettra non seulement d'offrir un refuge ponctuel aux personnes en situation d'itinérance, mais aussi de faciliter leur orientation vers les ressources appropriées, diminuant ainsi l'incertitude et les tensions dans les espaces publics.
La Ville de Sainte-Adèle travaillera en collaboration avec ses partenaires, notamment le CI3S des Laurentides, la Maison Lise Beauchamp et la Sûreté du Québec pour veiller au bien-être des personnes vulnérables, tout en préservant la tranquillité et le sentiment de sécurité des citoyens et des citoyennes et des commerçants. Les haltes climatiques essentielles en période de froid intense contribuent à protéger la santé des personnes les plus à risque en leur offrant un refuge temporaire. La Maison Lise Beauchamp, active depuis plus de 33 ans dans la région de Mont-Laurier, mettra à profit son expertise en accompagnement, en hébergement temporaire et en intervention clinique pour soutenir cette initiative essentielle au filet social Adélois. La Ville de Sainte-Adèle lance son appel annuel de projets destiné à soutenir les artistes et organismes culturels locaux grâce à son fonds culturel qui permet d'octroyer un montant pour la réalisation d'initiatives artistiques et culturelles sur son territoire. Les artistes et organismes adélois sont invités à proposer un projet s'adressant à l'ensemble de la communauté qui servira à créer des moments de bonheur uniques et mémorables. Le document de présentation, les règlements ainsi que le formulaire de demande d'aide financière sont disponibles dans la section Publications du site Internet de la Ville de Sainte-Adèle et les dossiers de candidature seront acceptés jusqu'au 1er mars 2026 inclusivement. La Ville de Saint-Sauveur annonce 2 changements importants qui entreront en vigueur dès janvier 2026 afin de renforcer la proximité avec la population. Le maire Luc Martel et les conseillers accueilleront désormais les citoyens dans le hall de l'Hôtel de Ville 30 minutes avant chaque séance ordinaire pour échanger librement dans une ambiance conviviale. Les portes ouvrant à 18h50, tandis que les questions formelles continueront d'être posées en séance ou transmises en ligne dans la semaine précédente. Le maire Martel souligne que cette approche vise à offrir une meilleure écoute et à favoriser une démocratie municipale plus vivante et accessible. Par ailleurs, les séances du conseil municipal se tiendront désormais le 3e mercredi de chaque mois, sauf exception, et l'horaire complet pour 2026 sera disponible prochainement sur le site vss.ca, sur la page Facebook de la Ville, ainsi que dans le calendrier municipal. La Ville de Saint-Sauveur invite les artistes professionnels résidant sur son territoire à poser leur candidature pour l'un des 2 postes à pourvoir au sein de son comité culturel, chargé d'assurer le suivi de la politique culturelle et de formuler des recommandations au conseil municipal. Ce comité culturel, dont les rencontres ont lieu 3 à 4 fois par année en début de soirée et dont le mandat se poursuit jusqu'à l'automne 2027, recherche des personnes démontrant jugement, capacité d'analyse et, idéalement, une expérience d'implication dans des comités citoyens. Les personnes qui sont intéressées, qui sont âgées de 18 ans et plus, sont invitées à transmettre d'ici le 4 janvier 2026 une lettre d'intention exposant leur intérêt, leur motivation et leurs compétences au comité culturel à l'adresse courriel communautaire@vss.ca. Des entrevues téléphoniques, puis au besoin en personne, suivront avant que les candidatures retenues ne soient officiellement nommées par résolution du conseil municipal en février 2026. La Ville remercie l'ensemble des citoyens et citoyennes pour leur intérêt, tout en précisant que seules les personnes qui seront retenues seront contactées par le comité de sélection. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer la nomination de Catherine Constantin à titre de coordonnatrice au service de l'urbanisme, un rôle pour lequel elle se distingue par sa rigueur, sa capacité d'analyse et son sens de l'organisation. Membre de l'équipe municipale depuis 2016 à titre de technicienne en urbanisme, Mme Constantin détient un baccalauréat en architecture de paysage, un DESS en administration publique, ainsi qu'une attestation de formation reconnue par l'Ordre des urbanismes du Québec obtenue en mars dernier. Actuellement candidate à la profession dans le cadre de son stage menant à l'obtention du titre d'urbaniste, elle se démarque par son professionnalisme et son engagement envers le développement d'outils et de procédures favorisant l'efficacité du service. La Ville est ravie de nommer Mme Constantin au poste de coordonnatrice. La Ville mentionne que son professionnalisme, son approche collaborative, ainsi que ses capacités à trouver des solutions constructives font d'elle une véritable force pour son équipe.
La Ville félicite chaleureusement Mme Constantin pour cette avancée dans son parcours et lui souhaite un franc succès dans ses nouvelles fonctions. La municipalité de Saint-Hippolyte présente les faits saillants de la séance ordinaire du mois de novembre 2025, au cours de laquelle le conseil municipal a nommé la conseillère Chantal Pellerin comme mairesse suppléante jusqu'au 10 novembre 2026 et le conseil a procédé à la désignation de ses représentants et substituts pour divers communautés régionaux, dont le réseau Biblio des Laurentides, la régie intermunicipale du Parc de la Rivière-du-Nord, Tricentris, le comité régional pour la protection des lacs et plusieurs autres instances en environnement, transport et développement durable. Le conseil municipal a également adopté un nouveau règlement qui modifie un ancien règlement afin d'autoriser l'ajout de 2 panneaux d'arrêt à l'intersection de la 12e avenue et de la rue du Monarque, ainsi qu'à l'intersection de la 2e avenue et de la rue du Monarque Nord-Est. Enfin, les élus ont autorisé la direction de l'environnement et le biologiste municipal à déposer une demande d'aide financière au programme d'unité individuelle de traitement des eaux usées du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Un soutien visant à aider les municipalités dans la mise à niveau réglementaire des installations septiques. La prochaine séance ordinaire aura lieu au mois de décembre, soit le 9 à 19h. La Ville de Mont-Laurier informe les commerçants et les citoyens de l'avancement des travaux de revitalisation de la rue du Pont, où la construction des trottoirs est complétée et où il prépare la préparation et la pose de la première couche d'asphalte depuis le boulevard Albini-Paquette jusqu'à la rue de la Madone. Pour la période hivernale, les traverses piétonnes seront balisées afin d'assurer la sécurité des usagers. Certains travaux seront toutefois reportés au printemps 2026, notamment les raccordements en béton au commerce, la seconde couche de pavage, l'aménagement paysager comprenant fosses, plantations et mobilier urbain, de même que la mise en place du plan signalétique et la pose du pavé uni aux intersections. La Ville de Mont-Laurier remercie chaleureusement les commerçants et les citoyens pour leur collaboration et leur patience tout au long de cette importante phase de revitalisation. La Ville de Mont-Laurier est très heureuse d'annoncer que l'ensemble des services municipaux touchés par l'incident de cybersécurité d'octobre dernier sont maintenant pleinement rétablis. Grâce à l'intervention rapide des équipes municipales et des experts mandatés, tous les systèmes informatiques et infrastructures numériques ont été remis en fonction de façon sécuritaire et les mesures correctives nécessaires ont été appliquées afin de protéger les données et renforcer la sécurité. Les bibliothèques des secteurs des Ruisseaux et du centre-ville ont repris leur activité, incluant le prêt de documents, tandis que le site biblio.villemontlaurier.qc.ca est de nouveau accessible. Les équipes municipales disposent également d'un accès complet à leur outil, permettant un traitement normal des demandes citoyennes. La Ville remercie la population pour sa compréhension et sa collaboration tout au long de cette situation exceptionnelle et réitère son engagement à assurer la sécurité de ses infrastructures numériques ainsi que la fiabilité des outils et services offerts. Pour toute question, les citoyens peuvent consulter villemontlaurier.qc.ca, écrire à communication@villemontlaurier.qc.ca ou téléphoner au 819-623-1221 au poste 100. La Ville de Mont-Laurier rappelle aux citoyens l'importance d'adopter de bonnes pratiques hivernales afin d'assurer un déneigement efficace et de maintenir la sécurité sur le territoire. Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de stationner dans la rue entre minuit et 7 heures du matin, à l'exception des 24, 25 et 26 décembre, ainsi que des 31 décembre, 1er janvier et 2 janvier. Et tout véhicule contrevenant risquant de nuire aux opérations pourra être remorqué aux frais du propriétaire. Il est également défendu de déposer sur la voie publique la neige provenant de terrains privés, incluant les entrées et stationnements commerciaux. En période de tempête, la Ville sollicite la collaboration de la population en recommandant notamment de placer les bacs de collecte en bordure de rue, poignées et roues orientées vers la maison afin de faciliter le passage des équipements. Pour toute requête liée au déneigement, les citoyens peuvent remplir un formulaire en ligne dans la section « Plaintes et requêtes »
déneigement du site ville-mont-laurier.qc.ca ou communiquer avec le service des travaux publics et de l'ingénierie au 819-623-1221 ou poste 300. La Ville invite également la population à consulter le règlement 335 sur la circulation et le stationnement qui est disponible sur son site Web. Et la Ville remercie l'ensemble des citoyens et commerçants pour leur collaboration et leur vigilance tout au long de la saison hivernale en cours. La Ville de Mont-Laurier souhaite informer la population de la présence de gyrophares verts sur certains véhicules personnels circulant notamment sur la route 309 entre Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et Mont-Laurier. Ces feux verts sont utilisés par les pompiers volontaires conformément au Code de la sécurité routière lorsqu'ils se rendent en urgence à la caserne pour répondre à un appel. Bien qu'il ne s'agisse pas de véhicules d'urgence officiels, leur passage nécessite la collaboration de tous. En présence d'un gyrophare vert, il est important de ralentir, de céder le passage dès que la manœuvre peut être faite en toute sécurité et de ne jamais obstruer la route, chaque seconde gagnée permettant aux pompiers d'arriver plus rapidement et de contribuer plus efficacement aux opérations d'urgence. La Ville de Mont-Laurier remercie les citoyens pour leur vigilance et leur collaboration indispensable. La MRC d'Antoine Labelle annonce le transfert de son réseau de fibre optique à la coopérative de télécommunications d'Antoine Labelle, aussi appelée le CTAL, une décision stratégique qui vise à assurer la pérennité de l'infrastructure, optimiser la gestion du réseau et renforcer l'autonomie régionale. Autorisée par le Conseil de la MRC, cette cession prévoit une contrepartie de 16 millions de dollars versée à la signature de l'acte de vente et permettra de consolider l'expertise locale en télécommunications tout en réduisant le fardeau financier des citoyens, notamment grâce à l'abrogation anticipée de la taxe municipale liée à la construction du réseau. Ce transfert marque une étape majeure dans l'aboutissement de Brancher Antoine Labelle, un projet collectif qui a été lancé en 2017 et qui, grâce à un investissement total de 56 millions de dollars, a permis de déployer plus de 2000 km de fibres desservant 19 000 foyers et commerces. Le préfet Daniel Bourdon souligne que cette transaction constitue un geste structurant pour l'avenir du territoire et témoigne d'un engagement constant envers les municipalités et la communauté de la région. Depuis sa création en 2017, le CTAL, qui exploite déjà le réseau, a développé une expertise solide, créé 30 emplois permanents et offre aujourd'hui des services Internet, téléphonie et télévision à plus de 12 000 abonnés, tout en jouant un rôle actif dans le développement socio-économique régional. Désormais pleinement autonome, la coopérative pourra réinvestir plus facilement dans l'entretien et l'évolution du réseau grâce à des processus allégés et une gestion plus agile que ne le permettait le cadre municipal. Ce transfert, qui est fondé sur une vision coopérative et communautaire, vise à maintenir des services accessibles, abordables et de qualité pour l'ensemble du territoire en consolidant un modèle solidaire qui s'est imposé comme un véritable moteur de développement. La MRC d'Antoine Labelle est fière d'annoncer qu'elle figure parmi les 3 finalistes au prestigieux prix Performance 2025 du réseau des fonds locaux de solidarité FTQ. Une distinction qui met en lumière l'excellence des MRC fiduciaires s'étant démarquée au cours des 5 dernières années par leur dynamisme, leur rigueur et la qualité de leur soutien aux entreprises. Le dévoilement des finalistes a eu lieu à Mont-Tremblant lors d'un rassemblement qui réunissait les gestionnaires de MRC et les responsables du développement économique de toute la province du Québec. Pour Audrey Lebel, qui est directrice du service de développement local, cette reconnaissance reflète le travail soutenu effectué pour appuyer la croissance des entreprises du territoire. Une mission renforcée par l'intégration récente du CLD au sein de la MRC permettant de moderniser les approches et d'accroître la cohérence des interventions économiques. Le directeur général, Frédéric Houle, souligne d'ailleurs que cette union a permis d'améliorer significativement la performance de l'organisation, un constat partagé par le préfet Daniel Bourdon, qui se réjouit de pouvoir compter sur une équipe solide et engagée. Cette nomination de la MRC s'ajoute au prix développeur de l'année 2025, remporté en octobre par Audrey Lebel,
témoignant de son expertise et de son engagement envers le développement régional. Le prix Performance 2025 est une grande fierté pour la MRC d'Antoine Labelle et qu'elle remporte la distinction ou non, elle témoigne du grand travail fait par l'équipe administrative. Revenez-nous après la pause pour une entrevue avec la présidente de la Maison d'art Saint-Faustin située à Mont-Blanc. Vous avez l'air d'aimer ça. Oui. Nous sommes bientôt à 30 années d'existence de la Maison des Arts. 30 ans, c'est quand même preuve de succès. Preuve de succès, des gens qui ont cru à la Maison des Arts. C'est parti d'un petit groupe d'artistes en 1996 qui voulaient avoir un endroit pour se réunir, pour produire, et qui ont contacté la ville à ce moment-là, qui ont fait des demandes pour occuper le presbytère dans lequel on est maintenant. C'est l'ancien presbytère de l'église Saint-Faustin. Et avec les années, ça n'a jamais lâché. Il y a eu on a eu 11 présidents quand même au cours des années. Et c'est ça, cette année, l'an prochain, en 2026, on va fêter adéquatement, parce qu'on n'a pas pu fêter notre 25e adéquatement. On était pendant la pandémie, donc là, on va fêter adéquatement notre 30e. On a pensé à une programmation l'an prochain qui va souligner les 30 ans de la Maison des Arts. Ça commence par notre première exposition où on lance la thématique 30 ans, c'est quoi? C'est quoi pour vous? C'est quoi dans votre vie? C'est quoi dans la vie de la Maison des Arts? Et là, on est allé contacter aussi d'anciens artistes qui ne produisent plus ou peu à venir exposer. Et des artistes plus jeunes pour qui, qu'est-ce que ça veut dire 1996, 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il y en a qui ont dans nos artistes, il y en a qui ont 30 ans, donc qui sont nés quand la Maison des Arts prenait la naissance. Alors, c'est toutes ces festivités qu'on va lancer au mois de février par notre première exposition. Après ça, on a toute une programmation assez récurrente d'année en année. Il y a des expositions qu'on ne peut pas ne pas faire parce que les gens les demandent, comme l'exposition Dada qui va revenir comme à chaque année, où on exploite le dadaïsme, qui est un mouvement social, où on demande aux gens de poser un regard sur les faits d'actualité, les faits de l'année, et de poser un regard social sur ce qui s'est passé et de nous en créer une image, qu'elle soit 2D ou 3D. Par la suite, on a toujours notre concours. Le concours est un événement qui est couru par tout le monde. On occupe les 2 étages à ce moment-là. Souvent, on a occupé les 2 étages. Et la thématique, ça va être la fête, sous le thème de la fête, comment fêter cet événement-là. Et le concours est en 2 catégories, c'est-à-dire une œuvre 2D ou une œuvre 3D. Et dans la catégorie 2D, il y a le côté abstrait ou figuratif. Et on a des prix associés à ça, des prix par un jury. Et on a aussi des prix qui sont accordés par le public, des coups de cœur, où les gens votent à chaque fois qu'ils viennent, les gens votent pour leur coup de cœur. Ce qui attire au moins 700 à 800 personnes. On a déjà eu 900 personnes qui sont venues pendant le concours qui se fait durant l'été, dans les mois d'été, juin, juillet et début août. Et par la suite, à l'automne, là, on revient avec... cette année, on revient avec sculpture et grand format. Et ça a toujours bien d'incidence près des artistes. Ils aiment beaucoup pouvoir avoir un endroit où on peut exposer une grande œuvre. Alors, l'an passé, on avait quand même une 30aine d'artistes qui ont exposé dans nos murs. Et on finit l'année avec vitrine d'artistes comme cette année. C'est notre première année où on a cette exposition que vous voyez, qui est vitrine d'artistes, où là, on a demandé à nos artistes de réunir plusieurs œuvres
Donc, on a une vingtaine d'artistes cette année qui exposent et on leur a alloué plus qu'un mur, donc un espace alloué aux artistes pour exposer plusieurs œuvres. Le maximum qu'ils pouvaient exposer, c'était 10 œuvres. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on en retrouve. Il y en a qui vont exposer 3-4 œuvres, puis il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à leurs 10, dépendant de l'espace qu'ils ont reçu. C'est un peu, le vitrine d'artistes, c'est un peu ce qu'on fait à l'occasion durant l'année, à 2 moments durant l'année, où on appelle ça nos mini-solos. C'est-à-dire que les mini-solos, c'est l'étage supérieur, où là, un artiste a un espace et peut exposer plusieurs de ses œuvres. Donc, c'est 4 artistes maximum qui sont exposés au 2e étage, tandis que là, vitrine d'artistes, on a donné la chance à une vingtaine d'artistes d'exposer. Et on leur demande que ces œuvres qu'ils exposent pendant la vitrine d'artistes soient des œuvres accessibles, que les prix soient accessibles pour encourager l'achat par les visiteurs. Alors, cette année, on est très fiers. C'est notre première de cette façon-là. C'était quelque chose. Il y a quand même 125 œuvres qui sont exposées ici dans nos murs pendant le mois de novembre et décembre jusqu'à début janvier. La MRC d'Antoine Labelle annonce qu'elle assumera désormais directement le service de développement local, mettant fin à la délégation de ce mandat au CLD de la MRC d'Antoine Labelle, dans une volonté d'ajouter de la valeur aux actions de planification qu'elle mène et de favoriser une meilleure collaboration, davantage d'innovation et une optimisation des ressources au bénéfice du développement économique du territoire. Présente dans ce rôle depuis la création d'une première structure dédiée au développement économique régional en 1971, devenue en 2004 le CLD de la MRC d'Antoine Labelle, la MRC réunit maintenant l'ensemble des expertises sous une même entité, à la suite d'une décision prise en avril dernier afin de renforcer sa capacité d'action, de soutenir la croissance économique, de mieux accompagner les municipalités et de rapprocher les interventions en développement local de celles liées à l'aménagement du territoire. Cette transition représente une occasion de renforcer la vision collective du développement, de consolider l'écosystème entrepreneurial local et de bâtir un territoire encore plus dynamique, innovant et prospère dans la MRC d'Antoine Labelle. La Ville de Prévost invite la population à prendre part à plusieurs activités festives et familiales en décembre. Le 3 à 19h au pavillon Léon Arcan, Diane Giroir a animé la conférence Les idées pour un Noël festive, une rencontre conviviale où ont été proposées des thématiques originales, des recettes accessibles, des jeux pour animer les soirées et 1000 inspirations pour organiser une réception réussie. L'inscription a été faite en ligne pour les tout-petits de 0 à 12 ans. Ils sont ensuite attendus le mardi 16 décembre à 10h30 à la bibliothèque Jean-Charles Desroches pour l'atelier d'éveil à la lecture, une séance ludique où albums, comptines, jeux et activités sensorielles éveilleront leur imaginaire. L'activité est gratuite, mais l'inscription est requise. Enfin, les enfants de 4 à 7 ans pourront participer à l'atelier de création florale avec Lutine Brindille le samedi 13 décembre de 13h30 à 15h30 au pavillon Léon Arcan, où ils fabriqueront un ornement festif à partir de fleurs fraîches. L'inscription en ligne est obligatoire et le coût est de 40 $ par enfant. Pour toutes ces activités, les informations sont disponibles au site web ville.prévost.qc.ca/inscription. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TV Ciel. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.